Merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis Jeanne Zernardo, chef de projet chez Écologie Urbaine et Citoyenne. Donc, je vais vous faire un retour d'expérience sur le projet Time to Adapt à Lille, qui permet de se mobiliser pour son cadre de vie. Juste un mot, nous sommes une agence d'urbanisme spécialisée dans l'écologie urbaine, donc, pour accompagner les transitions écologiques et l'intelligence collective, la participation, parce que nous sommes convaincus que la transition écologique ne pourra pas se faire sans la participation des citoyens. Et donc c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans l'aventure Time to Adapt avec la métropole européenne de Lille. C'est un projet multipartenarial qui est financé par l'Europe avec donc à la coordination la métropole européenne de Lille, mais également la ville de Lille, la ville de Los, le CEREMA. L'objectif de ce projet, ça va être d'augmenter l'offre de lieux frais en s'appuyant sur un levier d'adaptation doux qui est celui du temps, donc la chronotopie. Pour ce faire, il y a 5 leviers, 5 modes de transformation des espaces, donc espaces bâtis et puis évidemment espaces publics. Donc l'optimisation des horaires, la transformation lourde et légère pour faciliter les accessibilités, l'intensification des usages et également la mise en place de mobilier temporaire et artistique. La première phase a été vraiment de pouvoir sélectionner des lieux à transformer. Donc pour ça, on a mis en place un diagnostic qui s'est fait en parallèle entre un diagnostic physique géré par le CEREMA et la MEL qui s'est concentré plutôt sur les températures de surface, les pourcentages d'ombrage, et de l'autre côté le diagnostic sensible dont on est en charge. On s'est concentré donc du coup sur 6 quartiers entre la ville de Los et la ville de Lille, 6 quartiers dits vulnérables. La vulnérabilité, elle a été choisie par rapport à la présence de QPV, par rapport à la présence ou non d'espaces de fraîcheur et également la densité. Concernant le diagnostic sensible, donc pourquoi c'était important, l'objectif c'était de cartographier les usages en période de forte chaleur, mais également de pouvoir cartographier le ressenti thermique. Donc on l'a dit tout à l'heure, la notion de confort thermique, c'est une notion qui est subjective, elle est dépendante de la culture, également de la corpulence, de l'âge, de tout un tas de critères. C'est pour ça que s'appuyer sur l'expérience usagée pour pouvoir aider à la sélection des sites, c'était très important dans ce projet. Le diagnostic sensible, on l'a organisé, donc on a mis plusieurs dispositifs en place, 3 dispositifs variés pour pouvoir s'adapter à tous les profils, des dispositifs physiques et numériques. Donc des stands mobiles. Les stands mobiles, c'est un vélo cargo qui nous permettait de se déplacer librement dans l'espace, d'être autonome, de pouvoir interroger des espaces à des temps différents également. Des balades sensibles, donc là où on présélectionnait des lieux avec les mairies de quartier, on se déplaçait pour pouvoir les approfondir avec des citoyens inscrits. C'est un dispositif qui a un peu moins bien marché, notamment à cause de la météo. On a eu beaucoup de problèmes de pluie et questionner l'îlot de chaleur ou le ressenti pendant les périodes de canicule lors de périodes de pluie, c'était assez compliqué. Et finalement, on a aussi mis en place un questionnaire en ligne donc qui nous a permis là d'avoir beaucoup plus de public. On a également fait sur place dans l'espace public lors des stands mobiles pour ne pas accentuer la fracture numérique. On a eu plus de 300 participations. Par contre, comment est-ce qu'on questionne le ressenti de chaleur et les usages chez les publics vulnérables? Nous, ce qui nous a beaucoup aidé, donc, c'était cette volonté d'avoir une présence accrue dans l'espace public grâce au vélo cargo et de provoquer des échanges très conviviaux, notamment en proposant de l'eau, un moment à partager plus que juste questionner. Ça nous a permis de pouvoir rencontrer des publics comme des collégiens ou des sans domicile fixe, qui sont donc des publics vulnérables et qui sont très peu présents dans les concertations, qui s'expriment peu dans des milieux un peu plus institutionnels. C'est pour ça que la présence dans l'espace public était vraiment essentielle pour nous. Ensuite, on a vraiment mis en place des outils ludiques et appropriables par tous. Par tous, on entend niveau de français, niveau de lecture et également... du coup la pédagogie, donc que ce soit le plus ludique possible, donc toutes les pyramides, tous les âges. Là vous voyez, donc on a utilisé la cartographie à tamponner pour pouvoir localiser les usages. Ensuite on a fait de la médiation tout le temps et notamment par le jeu, ce qui a permis de pouvoir informer sur l'îlot de chaleur urbain, ce que c'était aussi le confort thermique.
Et enfin, on s'est vraiment posé la question de comment on pouvait faire transmettre toute cette matière, et on a choisi donc la cartographie qui est un outil qui peut s'adapter et qui peut être utilisé avec l'ensemble des profils à partir du moment où on met un maximum de repères et des repères communs, type des magasins également, ça fonctionne plutôt bien. Là, vous voyez, donc on a cumulé l'ensemble des matériaux récoltés, des réponses récoltées sur les 3 dispositifs. Donc, plus c'est rouge, plus c'est des lieux qui ont été émis comme des lieux de chaleur. Plus c'est bleu, plus c'est des lieux qui sont fréquentés car ils sont frais. Plus les logos sont grands, plus c'est des lieux plus c'est des usages que tout le monde réalise dans l'espace. Donc, comment est-ce qu'on traduit ces cartographies de chaleur? Qu'est-ce qu'on en retire? Nous, on en retire 3 grands types de réponses. Des publics fragiles qui sont dans des zones surexposées. Là, vous voyez donc tout à droite pour vous, gauche pour vous, droite pour vous, pardon, la place du marché de Oisem, qui est un lieu donc où les publics ils sont dépendants, puisque c'est là où ils vont pouvoir trouver des produits accessibles. Ensuite, on a des espaces de fraîcheur qui vont être sous-exploités, notamment à cause de leurs usages, alors qu'ils pourraient être des axes plutôt confortables. Donc c'est le cas du cimetière de l'île Sud, qui pourrait être une traversante de fraîcheur et pour éviter d'emprunter l'axe complètement rouge que vous voyez à côté. Mais à cause de son usage, il est plutôt délaissé. Et enfin, le dernier type de site remarqué, ça va être les espaces où il va y avoir des contradictions. Donc des sites qui sont considérés comme chauds par certains et frais par d'autres, qu'on va pouvoir facilement transformer. Et si j'ai du coup un dernier conseil de cette expérience à retirer, c'est vraiment de préparer des exercices un peu de projection pour accompagner les personnes dans la récolte de matériaux, enfin dans leurs souvenirs, pour pouvoir évoquer la chaleur et les lieux à fréquenter ou non, parce que effectivement là on est très dépendant de la météo dans ces situations-là et c'est très difficile de pouvoir se souvenir. Donc une méditation de 2 minutes sur comment est-ce que vous vous sentiez pour pouvoir réaborder les sentiments et les ressentis, ça reste assez important. Merci beaucoup pour cette première présentation. Pour continuer sur les paroles d'usagers, d'habitants, et pour du coup décaler le regard par rapport à la première table ronde, on avait donné la parole aux professionnels. On accueille maintenant 2 représentants du CODEV de la métropole du Grand Paris. Voilà, donc moi je m'appelle Emmanuel Fontaine, je suis avec Neda Tassoubi, nous sommes 2 citoyens engagés dans le CODEV. Alors on va vous expliquer ce qu'est le CODEV du Grand Paris. Le CODEV, ou Conseil de développement, c'est une instance qui a été créée par une loi en 1999, la loi Voynet. C'est une instance consultative qui s'applique aux EPCI, aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants. Donc c'est une instance obligatoire, mais qui n'est pas forcément très connue. Aujourd'hui, le CODEV de la métropole du Grand Paris compte 120 personnes. Il y a 72 représentants des habitants et 48 personnalités qualifiées. Alors, les 72 représentants des habitants, c'est des habitants volontaires qui ont été élus ou tirés au sort plutôt, des citoyens lambda qui ont envie de s'impliquer dans le Grand Paris. Et les personnalités qualifiées, elles sont qualifiées soit dans des domaines économiques, sociaux, environnementaux ou culturels. Donc en fait, chacun peut être partie du CODEV qui a été renouvelé l'été dernier. Donc les appels à candidature, ce sera pendant 3 ans. La mission du CODEV, c'est d'enrichir les politiques publiques avec une démarche prospective. Et sur certains sujets, le CODEV est saisi par la métropole du Grand Paris, sur d'autres, il s'auto-saisit. Donc c'est d'ailleurs dans le cadre de la révision du plan climat-air-énergie métropolitain que le président de la métropole du Grand Paris a saisi le CODEV en début d'année 2024 et qu'un groupe de travail dédié à l'adaptation au changement climatique a été créé.
Avec Emmanuel, nous avons eu le privilège et la joie d'assurer la coordination de ce groupe qui s'est réuni environ une dizaine de fois et qui a auditionné des acteurs publics comme Adaptaville, la ville de Paris, sur notamment le sujet des cours Oasis, des associations et des collectivités territoriales. Dès les premières réunions du groupe de travail au printemps 2024, la complexité de ce sujet multifacette est rapidement apparue aux membres du groupe de travail. Alors que nous étions invités à réfléchir à l'adaptation au changement climatique, le groupe ne cessait de débattre sur les moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Donc ainsi, un consensus a immédiatement émergé, à savoir que l'action publique en faveur de l'adaptation au changement climatique ne pouvait pas exister sans une politique de lutte contre le changement climatique. Nos travaux se sont achevés en juillet dernier et nous avons présenté un rapport à l'ensemble des membres du Conseil de développement en octobre et dans lequel nous avons indiqué nos orientations et recommandations à destination de la métropole du Grand Paris. Nous allons donc aujourd'hui vous présenter brièvement les 6 recommandations de ce rapport. J'ajouterais que c'était un sujet qui a bien motivé le CODEV puisque plus de 35 personnes ont participé aux travaux, ce qui est, je crois, le groupe de travail qui avait été le plus nombreux. Alors, la première recommandation, c'était mettre en valeur les conséquences positives des politiques d'adaptation sur le cadre de vie. Et là, je rejoins ce qu'a dit la personne qui représentait l'ADEME tout à l'heure, qui a dit qu'il fallait aussi faire des discours positifs. Donc, les membres du CODEV ont mis en avant le manque de messages positifs émanant des pouvoirs publics à destination des habitants sur l'adaptation au changement climatique. Et il nous a semblé donc impératif d'élaborer un récit positif, un récit valorisant les pratiques et des actions et actions des politiques d'adaptation et de décarbonation, en montrant les avantages à la fois individuels et collectifs. Donc individuel, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être économique, etc. Donc premier message, première recommandation, mettre en avant les recommandations positives, les conséquences positives des politiques d'adaptation sur le cadre de vie. Alors notre deuxième recommandation portait aussi sur toujours cette information et la formation des habitants et les acteurs de la ville. Au cours des différentes réunions et auditions, les membres du CODEV ont relevé un vrai problème d'accès de la population à une information claire et précise en matière d'adaptation au changement climatique et un manque de sensibilisation du public à la question. Donc le groupe de travail propose que la métropole du Grand Paris communique davantage sur ce qui est mis en place pour poursuivre les objectifs en matière d'adaptation au changement climatique et de décarbonisation. Et cela pourrait peut-être passer par un travail de vulgarisation des documents d'urbanisme. Troisième recommandation, expérimenter et généraliser les solutions éprouvées. Donc, lors des différentes auditions, les membres du CODEV ont pu voir qu'il y avait pas mal de choses qui existaient déjà, qui étaient mises en pratique. Mais on a proposé donc que la métropole du Grand Paris prenne un rôle de coordination ou de pivot, de recommandation sur les solutions qui ont déjà été expérimentées. Donc les évaluer et diffuser à tous les territoires dans les métropoles ces solutions déjà éprouvées. Voilà. Donc ça induit la création d'une méthode d'évaluation des mesures, des outils d'identification, une collecte d'informations et d'observation, ainsi qu'un dispositif de diffusion des résultats, voire un dispositif d'incitation des communes à utiliser ces solutions. Quatrième recommandation, elle porte sur la biodiversité. Les membres du groupe de travail se sont montrés très sensibles à la question de la préservation de la biodiversité en milieu urbain. Et au-delà des impacts néfastes que la dégradation de la biodiversité peut avoir pour la faune et la flore, on sait que cette dégradation peut aussi avoir un impact néfaste sur les habitants.
alors qu'il est démontré aujourd'hui que la végétation, la présence de cours d'eau en milieu urbain sont des facteurs de limitation du stress, d'amélioration du cadre de vie et d'apaisement des comportements. Donc le groupe de travail propose qu'une politique de végétalisation soit élaborée par la métropole du Grand Paris à destination des collectivités territoriales pour définir les grands principes à respecter. On a pensé aussi que la métropole pourrait par exemple conditionner ses aides financières à des projets urbains réduisant par la végétalisation les îlots de chaleur et favorisant l'apaisement des espaces publics. Cinquième recommandation, soutenir et appuyer les associations métropolitaines engagées pour l'adaptation au changement climatique. Donc, les membres du groupe de travail ont relevé que de nombreuses associations sont engagées dans la sensibilisation des populations au changement climatique et sur les bonnes actions et pratiques à mettre en œuvre. Donc, le groupe de travail a proposé que la métropole du Grand Paris s'appuie sur ces associations et leur réseau pour aider les communes à disposer d'outils et d'expertise dans le but de diagnostiquer, évaluer, élaborer des actions efficaces à mettre en place. Dernière et sixième recommandation, on a beaucoup parlé du budget de dépenses publiques et les membres du groupe insistent pour que chaque euro investi en matière, par les pouvoirs publics, contribue réellement en fait à l'amélioration du confort des habitants et non au financement de campagnes de greenwashing. Donc en tout cas, c'est un point qu'on a vraiment mis en avant dans notre rapport et il est nécessaire que les choix des actions à mener, à financer, s'appuient à chaque fois sur une analyse fine de l'efficacité escomptée. Alors, ce rapport a été remis au service de la métropole du Grand Paris en charge du renouvellement du PCAEM, le plan climat, énergie métropolitain, qui est en cours de révision. Et le CODEV attend un retour de la métropole du Grand Paris pour le mois de février 2025, lorsque ce plan aura été mis à jour, en espérant que nos recommandations auront été utiles. Voilà. Nous vous remercions de votre attention. On va maintenant prendre un temps d'échange avec la salle. Bonjour, Gabrielle Vernouillet, observateur parisien de santé environnementale. J'avais une question pour la première intervenante sur du coup la participation et donc, sur les groupes qu'elle avait constitués. Est-ce que vous avez identifié des changements d'habitude en fait dans la fréquentation de leur quartier suite aux balades sensibles notamment que vous aviez faites ou peut-être même aux autres interventions, et si elles avaient aussi donné lieu par la suite à des aménagements différents, si vous aviez eu des opportunités de porter vos observations et de proposer des nouveaux aménagements. Oui, c'était très intéressant parce qu'en fait, pas la plupart, mais une bonne partie des lieux qui étaient présélectionnés par les mairies et de quartiers étaient finalement peu connus des citoyens avec lesquels on a fait les balades. Donc finalement, ils les ont mis dans leur routine. Ils nous ont dit qu'ils allaient le faire parce qu'en fait, c'est très récent. J'ai oublié de vous le dire, mais le diagnostic a été réalisé entre juin et fin septembre. Et donc voilà, c'est aussi ce levier-là qui était intéressant à débloquer, de faire connaître son territoire et les lieux frais qui parfois sont inconnus du public. Et par rapport aux transformations à mettre en place, les lieux viennent d'être sélectionnés et donc ils vont être transformés par la suite. Il y en a 22 qui ont été sélectionnés pour être transformés sur les différents leviers, donc transformation légère, optimisation des horaires, notamment les piscines. Ensuite, les parcs également, les cimetières pour les ouvrir différemment, une expérimentation sur les cimetières pour les faire changer donc un peu de point de vue, puisque c'est très compliqué d'ouvrir un cimetière et de le considérer comme un lieu de fraîcheur. C'est fait différemment en Europe, mais en France c'est très compliqué. Donc ça, c'est un des vrais leviers d'innovation qui est sélectionné. C'est peut-être pas encore tout à fait officiel ce que je vous dis, mais voilà. Et ensuite, on a donc les mobiliers temporaires aussi sur différentes places.
Bonjour, Florence Ezéguian, Société Verdissime, transformation des espaces extérieurs, des lieux d'éducation notamment et de dépendance. Je voulais savoir, je m'adresse là aux intervenants sur le CODEV, savoir comment ces 6 recommandations vont se décliner en un plan d'action et est-ce que votre mission s'arrête à la remise de ce rapport, comment vous allez suivre et quelles sont les instances qui vont décliner finalement ces 6 recommandations en action, j'imagine, avec des objectifs et des délais de mise en œuvre. Nous sommes juste une instance consultative. Alors déjà, ce rapport, on l'a remis, mais il a été voté déjà par le CODEV. Et le CODEV est assisté par un secrétariat qui intervient vis-à-vis des services de la métropole du Grand Paris qui a organisé des réunions avec eux pour leur présenter en détail les recommandations. Mais pour moi, il n'y a pas d'obligation de plan d'action, etc. C'était ma conclusion. Nous, on espère que ce qu'on a écrit va être pris en compte. Ce que nous dit le secrétariat du CODEV, c'est qu'effectivement, les services reçoivent assez bien les recommandations qu'on a faites. Après, on verra. Mais il n'y a pas de lien. Enfin, vous ne faites plus de lien à l'issue de l'émission de ce rapport. Le PCAM modifié va quand même être présenté aux membres du CODEV en février 25, c'est ça? Donc il y aura quand même je pense qu'il y aura quand même certaines recommandations qui seront prises en compte. Si elles ne le sont pas, il y aura quand même des explications qui seront données. Mais en tout cas, oui, il y a une suite, à ce rapport. Pour le CODEV, comment les associations justement impliquées dans les luttes de diminution ou de contrôle du catastrophe climatique, dans la biodiversité, dans l'adaptation, comment ces associations peuvent vous soutenir et appuyer vos recommandations auprès du Grand Métropole? En tout cas, nous, une de nos recommandations, elle a été présentée par Emmanuel, c'était de dire que déjà que la métropole fasse un travail d'identification des associations qui aujourd'hui font un vrai travail. L'idée, c'est toujours, quelqu'un a dit qu'il fallait pas réinventer la pluie, je crois. L'idée, c'est de vraiment bien cibler les associations qui sont reconnues, qui ont fait un vrai travail, qui ont un impact sur les populations. Et c'est mettre en lumière ces associations, les soutenir au moyen de financement. C'est déjà faire un petit travail peut-être de nettoyage dans cette masse d'associations et de gens qui très certainement veulent bien faire, mais je pense que le lien il se fera plutôt comme ça. C'est que nous aujourd'hui on a spoté quelques associations qu'on a entendues lors de nos auditions, et aujourd'hui c'est plus on a attiré l'attention de la métropole en leur disant qu'il y avait déjà un travail en tout cas à faire de ce point de vue-là. Bonjour, Eliane Scaragou, Tribu, Bureau d'études d'environnement. J'ai une question pour la première intervenante sur la question du diagnostic sensible. Donc je comprends qu'il y a toute une série des actions pour la sensibilisation des habitants. Je me demandais si lors de votre diagnostic, de vos actions, il y a eu aussi un repérage des lieux dès la part des habitants, ou si les endroits finalement choisis pour être aménagés en tant que, on va dire, centre de fraîcheur sont plutôt les choix déjà présélectionnés par la ville. Et une question un petit peu annexe par rapport au diagnostic que vous avez réalisé, qui était de toute façon dans des aperçus très intéressants. Je me demande quelle est la valorisation de ces données recueillies par les habitants, quelle est la suite que vous envisagez par rapport à ces données qui ont été déjà récoltées. Oui, alors sur les sites sélectionnés, en fait, c'est un mix puisque donc le diagnostic d'usage était complémentaire. Donc avec le diagnostic physique, et donc les sites qui ont été sélectionnés, c'est vraiment un mix entre ce qui est ressorti de la concertation. Donc on a vraiment des sites qui ont été qui s'illustrent comme étant
importants à transformer par les habitants qui n'ont pas été présélectionnés par les mairies et d'autres qui ressortent du diagnostic physique comme étant quand même prioritaires. Donc voilà, c'est vraiment un mix des deux. C'est ça qui est très intéressant là dans la sélection qui va être validée prochainement. Et sur la communication, sur la communication, on a choisi de faire une synthèse visuelle par quartier qui pourra retransmettre tout ce qui s'est dit de manière du coup très synthétique en un recto verso. Voilà, vraiment très très visuel. Les cartes, finalement les cartographies que vous avez pu voir accompagnées des chiffres de la concertation. Eh ben, on va pouvoir passer à la session suivante. Merci beaucoup. On peut les applaudir quand même une dernière fois. Merci.